Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans Itabashi. Alors, Itabashi, ça peut sonner comme un quartier parmi tant d'autres à Tokyo pour certains. C'est vrai. Pourtant, en regardant les documents qu'on a pu rassembler, des articles historiques, des guides, même du folklore local, des vidéos, des cartes, l'image qui ressort, c'est plutôt celle d'une sorte de boîte à trésors temporelle. Ah, j'aime beaucoup cette image, la boîte à trésors. C'est tout à fait ça. Derrière le vernis moderne, il y a des siècles d'histoire, des lieux un peu oubliés qui n'attendent que ça, qu'on les redécouvre. Et c'est exactement notre but aujourd'hui, non? Gratter un peu cette surface, explorer les différentes couches, l'époque d'Edo, les changements plus récents. Exactement. Et surtout, dénicher ces petites pépites, ces endroits qui racontent encore quelque chose du passé. Pour ceux qui ont envie de voir Tokyo un peu différemment. Mission claire donc, immersion dans l'histoire et les secrets d'Itabashi. Et j'imagine que pour démarrer ce voyage, la première étape logique, c'est l'artère historique qui a tout façonné là-bas. Ah oui, incontournable. Il faut absolument commencer par le Nakasendo, une des 5 grandes routes qui partaient d'Edo, donc l'ancien Tokyo, pour aller jusqu'à Kyoto. Et la position d'Itabashi sur cette route, c'était clé. Clé, comment ça? Juste parce que c'était la première étape quand on sortait de la grande ville? Précisément, Itabashi, c'était la toute première Shukubamachi. Shukubamachi, c'est-à-dire une station relais officielle, en gros, avec des auberges, des services pour les voyageurs. Et elle arrivait juste après avoir quitté Nihonbashi, le point zéro symbolique d'Edo, à seulement 9 km du centre, à peu près. Donc, c'était pas juste un endroit pour dormir avant de repartir. Non, non, bien plus que ça. C'était vraiment la porte d'entrée nord d'Edo. Les sources parlent même d'un rituel, le Sakamukai. Sakamukai. Oui, c'est là qu'on accueillait officiellement les personnalités importantes qui arrivaient à Edo. Et inversement, c'était aussi le lieu des adieux solennels pour ceux qui partaient pour le long voyage vers l'ouest. Une sorte de sas, quoi. Un sas émotionnel, logistique, très important. Un sas qui devait être sacrément animé. J'ai vu des chiffres dans nos sources. Plus de 400 bâtiments, 3 sections distinctes. Kamishuku, Nakashuku, Iraoshuku. Ça devait fourmiller de monde. Ah, il fallait imaginer l'activité, surtout quand passaient les cortèges des daimyo, les seigneurs féodaux. Ah oui, le fameux Sankin Kutai. Exactement. Cette obligation qu'ils avaient de résider à Edo une année sur 2. Leur procession était énorme, fastueuse. Elle traversait Itabashi et ça s'ajoutait au flot continu des voyageurs ordinaires, des marchands, des pèlerins. C'était très vivant. Et pour ces voyageurs lambda, au quotidien, ça se passait comment? On mangeait vite fait? Oui, tout à fait. Les documents parlent d'une sorte de fast-food de l'époque. Des petites écopes de soba, d'udon, pour manger rapidement. Et un détail intéressant qui revient souvent, il y avait beaucoup de boutiques de riz, des kometsam, des boutiques de riz. Tiens, pourquoi spécifiquement là? À cause de la rivière Shakuji qui passe juste à côté. L'eau de la rivière faisait tourner des moulins hydrauliques. Ah, d'accord. Et ces moulins servaient à polir le riz. C'était une étape cruciale avant de le vendre ou de le consommer. Donc, Itabashi était un centre de transformation du riz juste avant qu'il n'entre dans la capitale. L'eau, c'était une ressource économique majeure ici. Super intéressant. Et si on se balade aujourd'hui là où passait cette ancienne route, est-ce qu'il reste des traces visibles de tout ça? Oui, il en reste, mais il faut avoir l'œil. L'urbanisme moderne a évidemment beaucoup changé les choses, mais on peut encore repérer par exemple des carrefours en T. On appelle ça kaginote, la main en clé. Et c'était pas juste pour faire joli, j'imagine. Non, non, c'était une astuce défensive. Ça permettait de ralentir d'éventuels attaquants ou simplement de mieux contrôler qui entrait et sortait. On peut aussi voir de temps en temps des maisons anciennes avec des façades très très étroites. Ah oui, ça j'ai lu. C'est une histoire d'impôt, c'est ça? Exactement. La taxe foncière était souvent basée sur la largeur de la façade sur la rue principale. Du coup, on construisait tout en profondeur pour payer moins d'impôts. Malin, non? Et ça marque encore le paysage aujourd'hui. Incroyable. Et ça nous amène au trésor caché de cette époque. Le premier, c'est peut-être tout simplement l'ancienne route elle-même, la Kyu Nakasendo. Absolument. Elle existe toujours. Bon, l'environnement a changé, c'est sûr. Mais marcher dessus, c'est déjà se reconnecter un peu à ce passé. Et pour l'ambiance, on peut imaginer ces voyageurs. Certains avaient faim, on disait. Les onigiri, les boules de riz, c'était parfait pour la route. Et justement, une de nos sources parle d'une vieille boutique de riz, Itago Kometen. Apparemment, on peut encore y goûter ces onigiri. Un petit clin d'œil sympa au passé. Oui, c'est une bonne idée pour s'immerger un peu. Et puis, il y a un autre vestige beaucoup plus rare, plus monumental, le Shimura Ichirizuka.
Ichirizuka, C'est les bornes kilométriques de l'époque, non? c'est ça. Des petits monticules de terre, souvent avec un arbre planté dessus pour être bien visible. Ils marquaient chaque ri, c'est une ancienne mesure, environ 4 km depuis Nihonbashi. Ça montre à quel point les voyages étaient organisés. Et en trouver un encore debout, à Tokyo même, c'est rare. Ah oui, c'est exceptionnel. Il n'en reste que 2 sites dans tout Tokyo. Et celui de Shimura, à Itabashi, en fait partie. C'est un vrai trésor, ça. Impressionnant. Mais bon, cette route, c'était pas que du commerce et de l'organisation. Il y a eu des drames aussi. Et l'histoire de Kondo Isami, elle est assez sombre, non? Ah, Kondo Isami, le fameux chef du Shinsengumi. Beaucoup le connaissent pour son rôle à Kyoto à la fin du shogunat, mais peu savent que c'est ici, à Itabashi, que tout s'est terminé pour lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Après la défaite des troupes fidèles au shogun, Kondo a été capturé par les forces du nouveau gouvernement Meiji. Il a été emprisonné, jugé, ici même, à Itabashi en 1868. Et c'est là, tout près de la gare JR actuelle d'Itabashi, qu'il a été exécuté, décapité. Une fin terrible. Oui, très brutal pour une figure aussi complexe, aussi admirée par certains, détestée par d'autres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu un acte de loyauté assez incroyable après sa mort. Oui, et c'est ça qui rend l'histoire particulièrement touchante à Itabashi. Son corps risquait d'être maltraité, exposé. Mais un de ses anciens lieutenants, Nagakura Shinpachi, un autre nom connu du Shinsengumi, a eu un courage fou. Il est venu à Itabashi. En plein chaos post-guerre civile. Oui. Il a contacté le maître de l'auberge principale, un certain Iida Buzaemon. Il l'a supplié de l'aider à enterrer dignement son chef. Et l'aubergiste a accepté? C'était risqué quand même. Oui, mais il a été touché par cette fidélité. Il a accepté. Et le corps de Kondo a été enterré en secret dans le temple familial des Iida, le temple Monjuin. C'est ce geste qui ancre vraiment la mémoire de Kondo à Itabashi. Donc, le trésor caché, ici, c'est sa tombe, près de la gare. Un lieu important pour les fans d'histoire samouraï. Et ce temple Monjuin où il repose vraiment, il existe toujours. Oui, le temple Monjuin est toujours là, avec cette histoire très particulière. D'ailleurs, on y trouve une statue dans Ma, le juge des enfers dans le bouddhisme. Ça donne une résonance assez particulière, vu le destin de Kondo. Une histoire forte, c'est sûr. Mais il y a d'autres récits sur le Nakasendo, peut-être moins violents mais chargés d'émotions aussi. Je pense à cette histoire avec la princesse Kazu et cet arbre au nom bizarre. Ah, l'Ankiri Enoki, l'arbre coupeur de liens. Oui, c'est une histoire un peu douce amère. Ça se passe en 1861. La princesse Kazu, qui était la sœur de l'empereur, voyageait de Kyoto à Edo. Pour un mariage politique, c'est ça? Exactement. Elle devait épouser le shogun Tokugawa Iemochi, un mariage censé apaiser les tensions entre la cour impériale et le shogunat. Mais bon, ça s'annonçait compliqué. Et en arrivant près d'Itabashi, il se passe quoi alors? Le cortège apprend qu'ils vont passer près d'un arbre, un mikokulier, enuki en japonais, qui avait la réputation de couper les liens. En oraï, ça veut dire lien, relation, et kiri, couper. Ah oui, pour une princesse en route vers son mariage, c'est pas terrible comme présage. C'était même considéré comme désastreux. Du coup, imaginez le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un détour pour éviter l'arbre maudit. Ironiquement, l'histoire a montré que son mariage n'a pas été heureux, il a été court, marqué par les tensions politiques, la mort rapide du shogun. L'arbre n'a pas porté chance, même en l'évitant. C'est assez triste. Mais ce qui est fou, c'est que cet arbre, enfin, le petit sanctuaire qui l'entoure maintenant, il a toujours une fonction, et même une double fonction, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça qui est fascinant. Aujourd'hui, les gens continuent de venir à l'Ankiri Enoki. Ils viennent demander de l'aide pour couper les mauvais liens. Ça peut être une maladie qui traîne, une mauvaise habitude, le tabac, l'alcool ou même une relation toxique. Et comment ils font ça? Ils écrivent leurs souhaits sur des petites plaquettes en bois, les ema. Les sources disent que le lieu en est couvert. C'est assez impressionnant à voir apparemment. Rompre avec le négatif. Mais il y a un autre aspect plus positif. Oui, la croyance dit qu'en coupant les mauvais liens, l'arbre et la divinité qui y est associée, eh bien ils font de la place pour du neuf, pour de bonnes relations, un nouveau départ. C'est donc aussi un lieu d'espoir. Pour tourner la page, en quelque sorte. C'est ça. Pas étonnant qu'un guide touristique le classe comme le site le plus populaire d'Itabashi. Le vrai trésor caché, c'est ce lieu vibrant, plein d'émotions humaines, de rupture et d'espoir.
c'est un symbole puissant. Et juste pour mentionner la richesse du folklore local, il y avait aussi cette légende rapide Oshosen to Nusubito. Oui, le moine et les voleurs, une légende du quartier d'Akatsuka. C'est juste un exemple parmi d'autres de ces histoires locales. Ce qui est intéressant, c'est qu'Itabashi met ça en valeur. La ville se présente comme ville du livre d'images, Ehon no Machi. Ils encouragent la création de livres illustrés, souvent basés sur ces légendes. C'est une jolie façon de lier le folklore ancien à la culture d'aujourd'hui, surtout pour les enfants. Malin. Bon, on a parlé de la route, des voyageurs, des histoires personnelles. Changeons un peu d'échelle. Il y avait un acteur majeur de l'époque féodale à Itabashi, le clan Maeda. Ah oui, les Maeda de Kaga, le fameux Kaga Yakumangoku. Ça veut dire Kaga au 1 million de koku de riz. Le koku, c'était l'unité de richesse de l'époque, la quantité de riz pour nourrir un homme un an. 1 million, c'était énorme. Donc, un des clans les plus riches et puissants du Japon. Il y avait une propriété gigantesque ici, à Itabashi. Une shimoyashiki, une résidence secondaire. Pas leur résidence principale à Edo, mais quand même. Immense! C'est ça, hein? J'ai lu un chiffre fou. L'équivalent de 16 Tokyo Dome. C'est dur à imaginer. Oui, plus de 100 000 tsubo. Une vraie petite ville. Et cette résidence avait un jardin absolument magnifique, conçu pour être aussi beau que leur jardin principal à Kanazawa, le célèbre Kenrokuen. Le Kenrokuen, c'était quel style de jardin? Un jardin de style Kizenkaiushiki. C'est le grand style des jardins de promenade seigneuriaux. L'idée, c'est de créer tout un paysage miniature autour d'un étang central, le Shizen, avec des chemins, des cailloux qui permettent de se balader et de découvrir des vues différentes, très travaillées, des collines artificielles, des rochers, des ponts. Une œuvre d'art paysager, vraiment. Et est-ce qu'il reste quelque chose de cette splendeur? Un trésor caché lié au Maeda. Oui, et c'est le parc Kaga d'aujourd'hui. Bon, évidemment, la résidence a disparu, mais le parc est sur une partie de l'ancien site. Et on peut lire le passé dans le relief du terrain. Comment ça? Le Tsukiyama, la colline artificielle qu'ils avaient créée avec la terre retirée pour creuser l'étang, elle est toujours là. L'étang lui-même, même s'il a été modifié, existe encore en partie. Les ondulations du parc, ça évoque l'ancien jardin. Donc, se balader dans le parc Kaga, c'est marcher sur les restes du jardin des Maeda. Il y a même un petit clin d'œil plus direct près d'un pont, non? Oui, juste à côté du parc, il y a un pont sur la rivière Shakuji qu'on a appelé pont Kanazawa, en référence à la capitale du domaine de Kaga, bien sûr. Et juste à côté, ils ont mis une réplique de la lanterne Kotoji. Ah, la lanterne emblématique du Kenrokuen. Exactement, celle avec 2 pieds. C'est un lien symbolique fort avec les origines du lieu. Mais l'histoire de ce terrain ne s'arrête pas là. Après la fin de l'époque féodale, avec la restauration Meiji en 1868, il y a eu un changement radical. Ah oui, transformation complète. Le nouveau gouvernement Meiji cherchait des terrains pour moderniser le pays, l'industrialiser. Et ce vaste domaine des Maeda, c'était parfait. C'est devenu l'arsenal d'artillerie de Tokyo, le Tokyo Hoheo Krusho. Un des tout premiers grands complexes militaro-industriels du Japon moderne. Et pourquoi ils ont choisi cet endroit? Il y avait des raisons pratiques, d'après les sources? Oui, surtout 2. D'abord, la forme du terrain. Il était un peu en cuvette en forme de bassin. On pensait que ça aiderait à contenir les dégâts en cas d'explosion accidentelle avec la poudre et les munitions. Logique. Et ensuite, la rivière Shakuji. Encore elle. Elle fournissait de l'énergie hydraulique pour faire fonctionner certaines machines de l'arsenal. Et de cette période industrielle, militaire, il reste aussi une trace visible. Un autre trésor caché. Oui, et assez surprenant, une cible de tir en briques rouges, un shadow, et elle est construite à même le flanc du Tsukiyama, la colline de l'ancien jardin. Incroyable. Une cible militaire dans un jardin de seigneur. C'est ça. Elle servait à tester la résistance des matériaux ou des projectiles sans charge explosive. C'est une juxtaposition fascinante, un vrai symbole de ces couches d'histoire qui se superposent. Et ce site, il est en train d'être mis en valeur, j'ai cru comprendre. Oui, tout à fait. Ils aménagent une partie en parc historique, justement pour montrer ces différentes époques. Le jardin des Maeda, l'arsenal Meiji. Et pour ceux que ça intéresse, le musée d'histoire d'Itabashi, le Itabashi Kuritsu Kyodo Shiryokan, est juste à côté. Il est très bien fait. Parfait. On a beaucoup parlé du Nakasendo, du site Kaga Arsenal. Si on s'éloigne un peu, il y a d'autres éléments importants. La rivière, par exemple, qui a donné son nom au quartier. La rivière Shakuji, oui. C'est sur elle qu'il y avait ce fameux pont de planches Itabashi sur le Nakasendo. C'est l'origine la plus probable du nom. Une source suggère que le nom existait peut-être même avant le pont, mais bon, l'image du pont en bois est très forte.
Et cette rivière, aujourd'hui, elle offre un autre spectacle, plus saisonnier. Oui, au printemps. Les berges de la Shakuji sont bordées de cerisiers. C'est un spot de hanami pour admirer les fleurs, très populaire auprès des habitants. Moins connu des touristes, peut-être? Probablement moins que les grands parcs célèbres de Tokyo, oui. C'est justement ça qui est bien. Une alternative plus calme, plus locale. Un petit trésor caché pour les amoureux du printemps tranquille. Les sources mentionnaient aussi rapidement un événement en été, lié à la rivière. Ah oui, le grand feu d'artifice d'Itabashi, Itabashi Hanabi Taikai. L'histoire de son origine est assez jolie. Il aurait été créé juste après la Seconde Guerre mondiale, comme un geste d'amitié, de reconstruction, avec la ville voisine de Toda, de l'autre côté de la rivière Arakawa. Un symbole de paix. Symbole de paix. Ça fait une belle transition vers un dernier lieu important, plus récent, mais très chargé de sens, le Tokyo Daibutsu. Le grand Bouddha de Tokyo, oui. Au temple Jorenji, dans le quartier d'Akatsuka. Alors attention, ce n'est pas un Bouddha ancien comme ceux de Nara ou Kamakura. Celui-ci est moderne. Il date de 1977. Et sa construction avait une raison précise, liée à l'histoire du XXe siècle. Oui, tout à fait. Il a été érigé en mémoire des victimes des grandes catastrophes qui ont frappé Tokyo, surtout le grand tremblement de terre de 1923 et puis les terribles bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est une statue qui représente une prière pour la paix, pour que ça ne se reproduise plus. Il est grand, impressionnant. Il fait 13 mètres de haut. C'est un des plus grands Bouddhas assis en bronze du Japon. Il est vraiment imposant, oui. Mais il dégage aussi une grande sérénité. Le trésor caché, ici, c'est le Daibutsu lui-même, et puis l'atmosphère très paisible du temple autour. Il est un peu à l'écart, c'est ça. Oui, niché dans un quartier résidentiel calme. Ça renforce ce côté contemplatif. C'est une découverte assez inattendue pour beaucoup de gens qui s'aventurent par là. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, Itabashi, c'est clairement bien plus qu'une simple gare ou un quartier résidentiel. Ah ça oui. C'est un endroit où l'histoire est partout, juste sous la surface. Il faut juste savoir où regarder. On a les échos du Nakasendo, des voyageurs, des seigneurs. On a la puissance disparue des Maeda, les traces de la révolution industrielle, le folklore qui perdure avec l'Ankiri Emoki, et puis la mémoire plus récente avec le Daibutsu. C'est une richesse incroyable. Donc, pour les curieux de Tokyo, aller explorer Itabashi, c'est une opportunité de voir une autre facette de la ville. Plus ancrée dans l'histoire locale, loin des circuits touristiques habituels. Devenir un peu archéologue du quotidien, en quelque sorte. C'est une excellente façon de le dire. Et il y a sûrement encore d'autres histoires à découvrir. Nos sources évoquaient brièvement des légendes sur un pont des larmes lié à un ancien lieu d'exécution, des infos sur les studios de cinéma Toho qui ont été là un temps, ou même l'histoire du jazz dans les marchés d'après-guerre. Itabashi a encore des secrets, c'est certain. Ce qui nous laisse avec une question pour la fin, une invitation à la curiosité. Combien d'autres histoires comme ça, combien d'autres trésors cachés dorment juste sous nos pieds? Pas seulement à Itabashi, mais dans tous ces quartiers qu'on pense connaître à Tokyo ou ailleurs, et qui attendent juste qu'on prenne le temps d'écouter.